C'est un Kidam qui vous parle et aujourd'hui au menu, Éric Zemmour. Comment pouvais-je continuer ma série de bloc-notes sans parler de ce mastodonte qui a pour habitude de faire couler l'encre et ça depuis bon nombre d'années. J'ai écrit cette vidéo un petit peu en avance. Je voulais sortir celle-ci le jour de la candidature officielle de l'ancien journaliste, mais celui-ci enchaîne les polémiques. Il a perdu déjà un procès, son avenir politique est légèrement compromis. Je sortirai probablement une seconde vidéo présentant son programme, son équipe, si celui-ci annonce sa candidature. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le polémiste est un candidat qui a toutes ses chances. Nous verrons également les signes qui montraient depuis le début qu'il comptait se présenter, mais aussi toutes les barrières qu'il a pu rencontrer avant de sous-entendre sa potentielle candidature. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une courte biographie du polémiste. Éric Zemmour, né le 31 août 1958 à Montreuil, est un journaliste politique, écrivain, essayiste, chroniqueur et polémiste, généralement classé à l'extrême droite de l'échiquier politique français. À présent, nous allons voir ensemble les éléments qui rendent crédible la candidature de l'essayiste. La force principale du presque candidat, c'est sa cohérence, sa constance, son fil rouge idéologique. Ses détracteurs comme Jean-Luc Mélenchon n'hésitent pas à lui reprocher ces mêmes qualités. Mais je pense qu'il est plus facile de voter pour quelqu'un qui a su être fidèle à lui-même pendant 20 ans, malgré les oppositions, la pression politique, juridique et sociale, qu'un autre qui change d'avis comme de chemise. Zemmour a su instaurer un climat de confiance entre lui et ses potentiels électeurs. Un travail de très longue haleine. Deux autres compétences du polémiste l'ont aidé à forger sa réputation. La première, sa grande culture générale, et la seconde, son franc-parler. Il sait rester très calme, mais devenir virulent face aux adversaires qui l'attaquent. Il n'a pas peur de contrarier, même quand ses opposants sont plus nombreux. À l'aide de ses connaissances, il peut s'exprimer sur beaucoup de domaines qui ne sont pas les siens. Il n'a pas forcément besoin de tirer les débats dans sa zone de confort et jongle entre les différents thèmes, même si l'immigration reste la notion principale de son discours. Il dit tout haut ce que beaucoup de Français pensent tout bas. Il ose remettre en question des concepts imposés depuis longtemps par les mouvements progressistes, comme le mariage homosexuel, la PMA-GPA et les autres notions propres à la gauche radicale. Il ne prend jamais de pincettes et ça même devant les principaux intéressés. Mais qu'est-ce que vous auriez fait de lui? Vous l'auriez renvoyé en Algérie? Oui. Il a su dépasser ses prédécesseurs, notamment Marine Le Pen, en arrivant à séduire toutes les classes sociales, notamment grâce à son parcours. Il est issu des quartiers populaires, fils d'ambulancier et d'une mère au foyer, et n'est pas dans les carcans habituels des prétendants à la présidence. Il réunit autour de lui, ouvriers et cadres, il réunit les Français, avant de réunir une tranche précise de la population. L'histoire de Zemmour peut être un exemple pour tous, il s'est fait tout seul. Malgré ses multiples échecs, notamment pour intégrer l'ENA, il s'est toujours relevé. Il défend ses idées depuis toujours et excelle lorsqu'un sujet le passionne. C'est un véritable ovni politique. Tandis que les autres figures de la droite comme Marine ont tendance à s'adapter pour multiplier les chances de se faire élire. Pour illustrer mon propos, je pourrais vous parler du fait que Madame Le Pen était contre l'Europe, mais ne se privait pas de se servir dans les caisses de cette organisation. Et à présent, elle ne compte plus récupérer notre souveraineté en quittant celle-ci. Je tiens à ajouter que je ne suis absolument pas un ennemi de l'ancienne dirigeante du RN. J'ai beaucoup trop de respect pour son père, mais aussi le parcours politique de Marine pour en être un. Je signale simplement que Zemmour est pour le moment plus fiable qu'elle. Éric Zemmour est resté longtemps accessible. Malgré le succès de ses livres, et cela jusqu'à très récemment, il faisait ses courses comme un monsieur tout le monde, à pied, sans garde du corps, au point de se faire agresser plusieurs fois. Les insultes et les crachats lui ont donné cette légitimité, celle de parler de l'ensauvagement dans les rues françaises, loin des gardes du corps dont pouvaient jouir les autres politiques qui dénonçaient cette décadence. Ces politiques hors sol, qui dorénavant partagent cette notion d'ensauvagement, eux qui désignaient autrefois ce phénomène comme un fantasme d'extrême droite. À l'approche des élections, Zemmour a accentué sa proximité avec le peuple, notamment en allant tous les week-ends à la rencontre de celui-ci, et il nous le rappelle très souvent. Mais maintenant que tout s'accélère, il est très bien protégé, et devient de plus en plus virulent, ambitieux. Et il prend même le rôle de notre actuel président, en allant voir par exemple la femme de ce chauffeur de bus massacré par des jeunes à Bayonne. Zemmour est en vérité en campagne depuis un petit moment. Éric nous laissait entrevoir depuis longtemps qu'il comptait se présenter. En mai 2021, le polémiste paradait à la manifestation des policiers, accompagné d'une équipe de choc, qui pourrait être ses futurs ministres, Philippe de Villiers, Jean Lassalle et Jean Messia, ainsi que sa conseillère, Sarah Knafo. En septembre de la même année, Éric Zemmour sort son dernier livre La France n'a pas dit son dernier mot, dont la couverture peut nous rappeler celle du livre que Trump avait publié avant les élections américaines. Sur les plateaux télé, Zemmour ne réfute jamais totalement sa potentielle candidature, et finira tout de même par avouer sur le plateau de BFM que tout est en place. Il ne reste plus qu'à me décider et appuyer sur le bouton. Dès l'instant où le CSA a décidé de décompter son temps de parole, tout s'est très vite accéléré. Quitte à être pénalisé 6 mois avant les élections, il est monté sur tous les fronts. Un jour, il se présente à Malo-les-Bains pour soutenir les habitants dans leur lutte contre l'installation d'éoliennes sur leur plage. Un autre, il se rend au Salon de l'Armement, lieu où il recroisera tous ses futurs concurrents. Cette volonté de porter l'image d'un homme proche du peuple entraînera dans le format de CNews Face à la rue, où il créera de nouvelles séquences polémiques. Zemmour est l'ennemi numéro 1 des médias grand public. Certes, les attaques médiatiques contre lui se multiplient depuis la sortie de son dernier livre, mais il en est victime depuis bien plus longtemps. Depuis ses débuts, Éric est confronté au plateau du redoutable Laurent Ruquier, sous ses airs inoffensifs,
Il organise ses arènes de manière à faire chuter qui bon lui semble, en l'occurrence le polémiste. C'était déjà le cas à la sortie d'un des premiers livres de Zemmour, Le Suicide français, lorsque Ruquier a organisé la rencontre entre l'écrivain et Léa Salamé, accompagné d'Aymeric Caron. Première tentative de mise à mort médiatique. À la sortie de son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, Éric a dû affronter une nouvelle fois le duo infernal qu'incarnent Laurent Ruquier et Léa Salamé. Ils ont tenté tout le long de ce débat sur le livre de piéger Zemmour, de lui faire dire qu'il allait se présenter, de détourner ses propos. Ils ont tout fait pour le mettre hors course. Nous avons pu voir encore une fois les limites du journalisme. Mais cette fois, leurs petites manigances n'ont pas fonctionné. Et cette stratégie a seulement donné énormément de visibilité supplémentaire à leurs concurrents. Les journalistes et autres personnages publics n'ont pas perdu un seul instant pour tenter de décrédibiliser l'écrivain. Ils ont tenté de montrer aux Français que Zemmour était infidèle et fréquentait sa conseillère Sarah Knafo en divulguant des photos volées. Un premier coup très bas pour le mettre hors jeu. Au salon de l'armement, lorsqu'Éric pointe en rigolant une arme sur les journalistes, l'extrait est publié partout sur les réseaux sociaux. Bien qu'une des règles fondamentales de sécurité n'est pas respectée, on se doute bien que les armes laissées à portée de main de plus de 5000 visiteurs ne sont pas utilisables ni dangereuses. Un autre coup très bas s'est déroulé sur le plateau de Touche pas à mon poste, lorsque Cyril Hanouna et quelques intervenants parlent du business juteux d'Éric, en exposant ses gains, en le qualifiant de rat. C'est mal la taille du rat, quoi. Qui est assez cocasse car aucun des intervenants, membres de la France Insoumise, n'a évoqué le salaire du présentateur Hanouna ou n'a chiffré le salaire de Mélenchon. Les baveux mettent les bouchées doubles pour montrer tous les jours du doigt le moindre échec de Zemmour. Des sondages en baisse en passant par son mauvais accueil à l'étranger et en montrant le moindre soutien qui lui tournerait le dos. Des titres et articles à charge. Ils iront même jusqu'à annoncer qu'Éric a mis enceinte sa conseillère de 28 ans, Sarah Knafo. Cette information pourrait lui nuire, car celui-ci est déjà marié à une autre. Zemmour donne systématiquement de la matière à ses opposants politiques. Il a compris qu'en jetant de l'huile sur le feu, il resterait au centre du débat. Chacun de ses déplacements génère des cohues. Nous verrons si l'art de la polémique est aussi efficace qu'aux États-Unis, ou si cet art enverra le futur candidat aux oubliettes. Les journalistes et les personnages publics auront tout fait pour empêcher cette candidature, dressant des remparts d'accusations, de polémiques, d'indignation, une idéologie bien ficelée qu'on tente de discréditer par des discours maladroits. Mais il est trop tard, les dés sont lancés, les élections sont proches, ton devoir maintenant, c'est d'aller voter. Pour le reste, on verra ça plus tard. C'était un Kidam.